la contre-attaque du professeur Raoult. Le professeur Didier Raoult qui est à la retraite, vous le savez, officiellement il ne dirige plus le fameux IHU, l'Institut marseillais d'infectiologie, mais il fait toujours parler de lui. Et il s'attire même les foudres d'un collectif de médecins. Didier Raoult s'explique ce matin en exclusivité sur BFM TV et en direct de Marseille. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Le 4 avril dernier, vous avez publié une nouvelle étude sur la prise en charge de 30 423 patients atteints de Covid-19. C'était entre le 2 mars 2020 et le 31 décembre 2021. Des patients soignés grâce à votre traitement combinant hydroxychloroquine et azithromycine. Un collectif de médecins, de sociétés savantes et même le président de l'Académie des sciences, Alain Fischer, s'insurge contre votre étude, qualifiée de plus grand essai thérapeutique sauvage connu à ce jour. J'aimerais vous poser une première question très simple, professeur Raoult. Est-ce que ces 30 000 patients étaient des cobayes sans le savoir ? Non mais écoutez, arrêtez vos bêtises. Il n'y a jamais eu d'essai thérapeutique réalisé là-dedans. On rapporte tous les patients et tous les traitements qu'ils ont eus. Dans les traitements qu'ils ont eus, si vous avez la curiosité de le regarder, c'est page 41. Il y a des gens qui ont eu le traitement dont nous pensions que c'était le plus efficace, qui était hydroxychloroquine, azithromycine. Il y en a qui ont reçu que de l'azithromycine, 3100. D'autres qui ont eu d'autres traitements, 1700. D'autres qui ont eu de l'ivermectine associée à l'azithromycine ou non pour 1500. Donc tout ça, c'est juste une étude observationnelle qui est exactement parallèle à l'étude observationnelle qui a été faite par tous les hôpitaux de Paris réunis, dont le premier auteur est Émilie Sbidian, qui rapportait, elle, 4400 personnes traitées, avec des personnes qui étaient traitées, là aussi, certains par hydroxychloroquine, d'autres hydroxychloroquine, azithromycine. Tout ça, ce sont des études observationnelles. Le problème de fond, et il n'y a qu'un problème, le problème de fond, ces données-là, maintenant, sont disponibles, elles sont exhaustives, il y a tout dedans, tous les patients qui ont été traités à l'IHU pendant 2 ans, tous leurs traitements, et le résultat par la mort qui ne peut pas être truandé comme aucune des autres études, puisque ce sont des résultats qui viennent de l'INSEE. On a calé qui était mort dans les 3 mois qui suivaient le diagnostic et la prise en charge à l'IHU dans les 3 mois. Donc c'est une étude dont les données sont certifiées et qui maintenant peut servir, et elle servira pour l'histoire. Donc, professeur, vous savez, en tout, des études sur l'hydroxychloroquine dans le monde, il y en a eu 673 qui ont été publiées. Alors, professeur Raoult, avant de revenir sur les conclusions de cette étude, ce qui pose problème, c'est la façon dont elle a été menée. Le 27 mai 2020, le Haut Conseil de santé publique explique qu'il est interdit d'administrer ce traitement. Et c'est même renouvelé, cette interdiction, par l'Agence du médicament en octobre 2020. Et vous continuez jusqu'en décembre 2021, donc plus d'1 an plus tard. Comment l'expliquez-vous ? Écoutez, je vous signale 3 choses. La première, cette question m'a déjà été posée, elle a été tranchée par le Conseil de l'Ordre en décembre 2021. J'avais parfaitement, moi, le droit, mais les autres aussi, de prescrire de l'hydroxychloroquine hors AMM. La décision de l'ANSM et du Haut Comité de santé publique ne repose sur aucune donnée scientifique démontrée. Il n'y a pas d'étude qui ait montré que l'hydroxychloroquine tuait plus que n'importe quel autre traitement. Ça n'est pas exact. Donc il suffit de les regarder, les études, y compris dans les études qui font référence en permanence, comme Solidarity et Recovery. Et encore une fois, je vous dis, on en est maintenant à 393 études que vous pouvez regarder si vous en avez la curiosité sur Early Covid-19 qui trouvent les mêmes résultats que nous, et même d'ailleurs ceux qui avaient été publiés par nos collègues parisiens sur, encore une fois, Mail-Rx, montraient que l'hydroxychloroquine avait une mortalité plus faible quand on regardait les données brutes
que le traitement de référence. Donc c'est une décision, politique, mais qui n'engage pas la responsabilité personnelle des médecins. Oui, mais... Et d'ailleurs, ça a beaucoup irrité la NSM, et un de mes collègues a posé la question depuis le début de l'année au directeur général de la santé, M. Salomon, pour lui demander si il avait toujours parfaitement le droit de prescrire de l'hydroxychloroquine. Et le professeur Salomon lui a dit, bien sûr, c'est de la responsabilité du médecin prescripteur. Oui, mais... Pour ce qui est des prescriptions des autorisations de mise sur le marché, à peu près 70% de ce qui est prescrit en pédiatrie à l'hôpital et hors AMM. Hein. Tout ça, c'est des choses... On vous raconte des choses parce qu'on sait que vous comprenez pas ce qu'on vous raconte. Mais vous savez, tout ça, c'est ridicule. C'est des décisions politiques, mais c'est très ennuyeux maintenant parce que ces données qui sont sur des banques de données extérieures aux États-Unis et en Chine, les gens commencent à les consulter et les gens se disent « mais attendez, ça veut dire qu'il y a des milliers de gens qui auraient pu être traités et qui n'ont pas été traités ». Parce que les résultats de toutes les analyses conjuguées, les 393 études conjuguées, montrent des résultats qui sont exactement comparables aux nôtres. En traitement précoce, il y a 60 à 70% de prévention de la mortalité. Chez les patients hospitalisés, il y a 30 à 40% de diminution de la mortalité. Donc c'est ça qui compte et c'est ça mais s'il vous plaît, professeur Raoult, qui met en péril tous ces gens-là que vous voyez signer. Ça les met en péril. Je me permets d'insister sur la méthodologie. Je sais que Alain Fischer connaît très bien les essais dangereux. Il a fait des essais dans lesquels les enfants qu'il a fait protocoler sont morts. Moi, ça ne m'est jamais arrivé de faire un essai thérapeutique où il y avait des morts. Jamais. Alors, est-ce que vous m'entendez bien, donc il est bien placé pour ça. Il aurait dû se méfier d'ailleurs avant comme la même équipe, avant de dire qu'il fallait vacciner absolument tout le monde sans avoir les données et sans qu'on ait jamais eu les données publiées, qui ne sont toujours pas publiées, les données de Pfizer, tout en sachant que les gens de moins de 50 ans ne mourraient pas et que le vaccin n'empêchait pas la contagion du virus. Professeur Raoult, il y a un problème sur la réalité, sur la méthodologie. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Bien. Il y a un problème sur la méthodologie. Je reviens. On reviendra après sur les conclusions, si vous permettez. Mais il y a encore des... J'ai encore des questions. Visiblement, le professeur Raoult ne m'entend plus. Est-ce que vous m'entendez, professeur? Si, je vous entends à nouveau, ça y est. Parfait, merci beaucoup. Pardon pour ce petit souci. J'ai encore des questions à vous poser sur la façon dont vous avez administré ce protocole. Il est bien écrit... Hors autorisation de mise sur le marché sur les fameuses ordonnances que vous avez prescrites. Cela signifie que donc, le médicament est prescrit en informant qu'il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché. Mais c'est une pratique qui est censée être rare et exceptionnelle. Vous l'avez fait pour 30 000 patients. Non, mais c'est pas vrai. On vous ment et vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je m'excuse. Non, mais on vous ment et vous ne savez pas de quoi vous parlez. On vous dit des bêtises et c'est pas vrai. Voilà, je vais vous dire, le médicament le plus prescrit dans les pneumopathie, vous savez ce que c'est? Vous en avez une idée, vous savez de quoi vous parlez? C'est l'azithromycine. Est-ce que l'azithromycine, vous croyez, a une autorisation de mise sur le marché pour les pneumopathies? La réponse est non. Pourtant, c'est le médicament de référence aux États-Unis de toutes les pneumopathies. Chez nous, elle n'a autorisation de mise sur le marché que pour les angines. Donc tout ça, c'est pas de la science. Tout ça, c'est des décisions d'arrangement politique avec l'industrie pharmaceutique en disant, écoutez, je vous le laisse prescrire pour ça, mais pas pour ça. Ça veut dire que tous les gens qui prescrivent de l'azithromycine pour une pneumopathie sont hors AMM. Et je peux vous dire, alors ça fait quelques millions. Hein. Donc, n'utilisez pas des grands trucs que l'on vous dit, parce que comme vous n'êtes pas compétent pour je vous propose d'écouter maintenant le professeur Molimar, qui est chef de service de pharmacologie médicale au CHU de Bordeaux. Non, mais c'est lui. Écoutez, ce type n'arrête pas de m'insulter. C'est lui qui vous met en cause. Si vous le mettez. Je l'écoute. Non, je ne l'écoute pas. Je raccroche si vous faites ça. C'est pas compliqué. Pourquoi? Je ne parle pas aux gens qui m'insultent. Je n'écoute pas les gens qui m'insultent. Je le fais pas. Voilà, c'est pas compliqué. Il va pas. Non, mais je ne le fais pas. Non, mais très bien. On arrête l'interview maintenant. Non. C'est bon, professeur. C'est bon. Ne vous énervez pas. Vous n'avez pas besoin de vous énerver comme ça. N'essayez pas de me le faire au coup de force. Vous avez bien remarqué. C'est pas ma nature. J'ai pas l'habitude de me laisser faire. Professeur, je pense qu'on s'est mal compris. Je ne vous proposais pas de discuter avec le professeur Molimar. Non, je ne veux ni. Écoutez, je ne lis pas vos bêtises. Je n'écoute pas votre télé. Je ne lis pas les journaux qui médisent de moi. Je le fais pas. Voilà. Est-ce qu'on peut avancer? Ça m'est égal. L'opinion. On avance? Vous n'avez qu'à regarder son épreuve de titre, vous savez, vous ne savez pas le faire. Mais regardez donc son épreuve de titre.
Et puis comme ça, vous verrez qui c'est qui parle à qui. Enfin, tout ça n'est pas sérieux. Mais quand vous répondez, professeur Raoult, quand vous répondez une tribune d'imbéciles, c'est un peu court comme argument, non? C'est pas un peu court comme argument, c'est tout ça. Je vais vous dire, vous savez combien il y a d'études rétrospectives qui ont été faites avec l'hydroxychloroquine en France par des Français? Vous ne savez pas? Moi, je le sais. Il y en a eu 7 différentes. Et donc, celles-là, elles étaient toutes bien. Donc, celles dont je vous parle à Paris, sur 4500 cas, eux, ils faisaient une étude rétrospective à Paris sur 4500 cas, mais c'était normal, c'était pas un essai thérapeutique. Alors que je pense que le prenez pour un essai thérapeutique, nous on rapporte comment nous avons traité les gens pendant 2 ans, pendant que moi je dirigeais l'Institut, pendant 2 ans, eh bien, comment les médecins d'ici ont traité. D'ailleurs, je vous l'ai dit, mais je suis pas sûr que vous écoutiez ce que je dis. Il y a des gens qui ne voulaient pas prescrire d'hydroxychloroquine. Ils l'ont pas prescrite, on les a pas forcés. Hein. Donc, il y a eu, 6500 patients pendant cette période-là qui n'ont pas reçu d'hydroxychloroquine. Parce que les gens voulaient pas les prescrire, ou les malades voulaient pas les prendre, parce que on leur disait, vous savez, c'est hors AMM. Voilà, c'est la vie normale de la thérapeutique sur une situation telle que celle-là. Ce qui peut étonner, professeur, c'est que les fameuses ordonnances qui étaient prescrites, on voit bien que c'était fait un peu. On a vu ces ordonnances où il suffisait de cocher, elles étaient pré-remplies. Il suffisait de cocher le protocole que vous donniez. Non, mais vous avez. Ouais. Non mais Monsieur Toussaint, vous n'avez pas la moindre idée que ce que c'est de recevoir 200 000 personnes pour les tester et d'en traiter 34 000. Si vous aviez une idée de ce que c'est, vous vous rendriez compte que, bien entendu, les formulaires de tests biologiques que l'on faisait, on faisait à chaque fois des tests biologiques, on faisait à chaque fois un électrocardiogramme, et si les patients étaient d'accord, on leur remettait une ordonnance. La plupart des choses étaient préparées de manière à ce que l'on puisse gérer 100 personnes en hôpital de jour par jour. Donc, si vous voulez, ça a été, heureusement, à l'époque, le directeur général était un directeur général très aidant, et que donc il nous a renforcés en personnel en permanence, mais c'était un défi absolument considérable. D'ailleurs, c'est intéressant là aussi, c'est la troisième chose. Vous savez, on nous a envoyé, Véran nous a envoyé 8 personnes, 8 inspecteurs à la fois pendant 7 mois pour essayer de démontrer qu'on faisait déjà, la dernière fois, on faisait des essais frauduleux sur la tuberculose. Alors, ils n'ont pas trouvé des essais frauduleux sur la tuberculose. Et j'attends d'ailleurs avec impatience, j'ai saisi la justice, que la justice me rende compte de ces propos qui étaient diffamatoires et calomnieux. Vous savez, il n'y a que 4 lignes sur ce qu'on faisait sur le Covid en disant il faut reconnaître que l'IHU a particulièrement bien géré. Relisez leur rapport. Il est très long, il y a beaucoup de gras autour. Mais au milieu, il y a ça, que l'IHU a parfaitement géré la situation du Covid. On devrait essayer de réfléchir. Vous savez, notre taux de mortalité à l'IHU, des patients hospitalisés, c'est 10%. Toutes les séries qui ont été publiées en France sur les taux de mortalité ont des taux de mortalité supérieurs à 20%. Ça, c'est une question intéressante. Vous ne vous intéressez pas aux questions intéressantes, et d'ailleurs, les médias de ce pays ne s'intéressent pas aux questions intéressantes. La question intéressante, c'est comment on peut faire pour guérir les malades, où est-ce que c'est qu'on soigne mieux les malades, comment on fait, est-ce qu'on détecte si les gens ont des hypoxies, est-ce que tous les gens, la gestion d'un pays ou de la gestion d'une épidémie, vous le voyez à la mortalité chez les sujets jeunes, parce que chez les sujets âgés, c'est très compliqué. C'est seulement la diminution, et je l'ai dit et très tôt, là aussi, les gens me font dire n'importe quoi. J'ai même téléphoné au président de la République en lui disant, mi-21, écoutez, on voit l'effet de la vaccination, il y a une surmortalité chez les très vieux qui a diminué. Elle ne pouvait pas diminuer chez les jeunes, ils ne mourraient pas de ça, enfin. Donc, j'ai jamais douté que le vaccin diminuerait la mortalité des gens qui meurent, mais pas de ceux qui mourraient pas, parce que je ne suis pas idiot, vous voyez. Donc, je n'allais pas. Et en plus de ça, nous, au bout de 4 mois, on voyait que les gens vaccinés étaient aussi positifs que les gens qui n'étaient pas vaccinés, parmi les 3000 qu'on testait par jour. Donc, au bout d'un moment, ce que l'on va voir là, c'est la réalité va brutalement rencontrer la communication, et on verra bien maintenant, et dans l'histoire, on verra bien ce que l'histoire retiendra de cette grande folie qui s'est passée autour de l'hydroxychloroquine, qui est moi la plus grande folie que j'ai vue autour d'un médicament.
Alors, professeur Raoult, on a entendu vos explications sur la méthode. Maintenant, j'aimerais qu'on entre en effet dans le vif du sujet, en quelque sorte, avec les résultats de cette étude que vous allez pouvoir commenter là aussi, parce que c'est effectivement très intéressant et c'est surtout ce qui est extrêmement critiqué aussi. Donc, j'attends là aussi vos explications. Margot de Frouville, qui est chef du service santé de BFM TV, est à mes côtés, parce que c'est vrai que, Margot, on l'a compris, il y a eu beaucoup de contestations sur les résultats de l'étude. Oui, bonjour professeur, oui, notamment sur la méthodologie et un biais qui est pointé par certains scientifiques. Ouais. Le fait, le professeur Raoult l'exposait en préambule, que ça comparait des patients qui sont exposés à différentes combinaisons de traitements. C'est ça. Pour certains, l'hydroxychloroquine, et pour d'autres qui avaient une contre-indication parce que l'équipe de l'IHU a vérifié qu'il n'y avait pas d'antécédents cardiaques ou qu'ils étaient trop fragiles, un autre type de traitement. Ce qui fait dire à certains scientifiques qu'il y avait un biais parce que les personnes qui n'ont pas été traitées avec de l'hydroxychloroquine étaient par définition des patients plus fragiles, donc plus à risque d'un Covid grave. Que répondez-vous à cela, professeur ? Non, mais ces contre-indications-là sont marginales. Mais encore une fois, si vous voulez, moi, je ne suis pas... Il y a deux choses dedans. Donc, de toute manière, j'ai l'habitude, vous savez, c'est du jeu de gauche. Je l'ai expliqué d'ailleurs. On a commencé par dire ce que vous avez tous répété en boucle. J'ai pensé que vous n'aviez pas fini votre bouffée délirante tant que vous n'aurez pas fait le point sur toutes ces décisions sur l'hydroxychloroquine ont été basées sur un faux qui a été publié dans le Lancet. Voilà. C'était un faux. On sait que c'est un faux. Je ne sais même pas comment les gens ont pu croire cette chose-là qui est tellement ridicule. Et nous, on a fait exactement l'inverse. Ils n'ont jamais réussi à donner la moindre de leurs données. Ils ont dit c'est caché, on n'a pas le droit. Nous, on a voulu faire l'inverse. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, imaginez-vous, je suis professeur émérite, je travaille sur toute autre chose que ça depuis un an. J'estime que j'ai fini mon travail de ce point de vue-là. Et donc, moi, j'ai le devoir de rendre les données de ce que nous avons fait et de les mettre à la disposition de tous les scientifiques du monde. C'est ce que j'ai fait. Donc ça, il y a deux banques de données, encore une fois, une américaine, une chinoise. Tout le monde peut y aller, toutes les données sont dedans, tout le monde peut les interpréter comme il veut. Moi, je crois qu'à force de stratifier la manière de tripoter les résultats, c'est de les stratifier en sous-groupes qui sont tellement mineurs qu'à la fin, on n'y voit plus rien. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la mortalité brute. Si vous regardez, encore une fois, mais je cherche pas à vous convaincre, hein, je m'en fiche. J'ai mis ça, donné au monde les données que nous avions. Si vous trouvez une série mondiale où, parmi les patients hospitalisés, il y a 10% de mortalité, et vous regardez la moyenne d'âge des gens que nous avons hospitalisés, c'est quelque chose. Si vous trouvez ça, vous me direz où c'est, mais vous savez, toutes les études françaises, la dernière que j'ai vue, c'est une étude sur 600 000 cas, pareil, qui est une étude rétrospective, dans laquelle, eh bien, le CHU français qui participe à ça a 29% de mortalité. Attendez, dites 3 fois plus, presque 3 fois plus. Donc, moi, ce qui m'intéresse, vous savez, j'étais là pour tester les gens. Donc, on commençait par dire en France, on a un conseil scientifique qui disait il ne faut pas tester les gens. Bon, les deux plus grandes études qui ont été faites, il y avait des gens qui n'étaient pas testés, qui n'avaient pas de test diagnostic. Alors ça, c'est énorme, c'est absolument incroyable. Ensuite, on publie une étude fantasque. On recommence à rentrer dans le porno d'ailleurs parce que la fille qui était la commerciale de Surgisphère était juste avant une porn star. Tout ça, c'est tellement cocasse que si c'était pas question de mort d'homme derrière, on rirait, vous voyez. Et à la suite de ça, quand les deux essais Recovery et Solidarité disent écoutez, on ne voit pas de différence avec le Remdesivir, on ne voit pas de différence avec l'hydroxychloroquine, alors on achète pour 1 milliard de Remdesivir et on interdit l'hydroxychloroquine. Vous savez, l'histoire tranchera, hein. Moi c'est ça qui m'intéresse. Mais si dans 10 ans, vous savez, l'histoire du sang contaminé, ça a mis 20 ans à être jugé. Si dans 10 ans, la Haute Cour de justice veut avoir des données, mes banques de données sont là, ils les regarderont. Bien. Alors, il y a d'autres questions quand même hein, sur les résultats de cette notamment, étude. Et puis, à la fin d'une étude prépubliée qui a été mise en ligne le 22 mars dernier, on peut lire une mention surprenante, professeur, je la cite. « L'efficacité du traitement tient en partie à sa prise en charge par une équipe particulière qui a soigné plus de 30 000 personnes et que les résultats ne peuvent être généralisés que pour des patients similaires, dans des organisations de soins similaires, mais ne peuvent être extrapolés dans leur intégralité à d'autres centres. » Est-ce qu'il faut comprendre, professeur, que ça ne marche qu'à l'IHU Méditerranée ?
Non, c'est pas que ça marche qu'à l'IHU Méditerranée Infection. L'idée, si vous voulez, il y a une idée qui est courante qui a été répandue par l'industrie pharmaceutique et pour des maladies qui n'ont rien à voir avec les maladies infectieuses, qui sont les maladies cardiovasculaires, neurologiques, les maladies chroniques. Que pour savoir si quelque chose marche, il faut avoir des études multicentriques qui sont faites dans plusieurs pays et dans diverses équipes, et quelque chose qui ne marche pas dans les maladies dans lesquelles le management du patient est essentiel. Et donc, dans les maladies infectieuses aiguës, sont des maladies aiguës, la qualité du management, c'est-à-dire combien il y a de gens le samedi, le dimanche, est-ce qu'on reçoit des gens la nuit, la prise en charge générale est un élément majeur dans la mortalité. Donc ça, professeur, vous pensez qu'il n'y a que votre centre qui savait le faire? Non, mais pas du tout. Mais arrêtez, vous fantasmez, mais vous êtes cinglés. C'est ce que vous expliquez. Attendez, je dis dans notre centre, moi, je vais vous dire, il sortit une étude sur 600 000 personnes. À Ceylan, ils avaient 80% de mortalité. Donc moi, je peux pas vous dire que si on donne de l'hydroxychloroquine à Ceylan, ils vont tomber à 10% de mortalité. Enfin. C'est la prise en charge, le management est un élément essentiel. Et donc, c'est un élément essentiel. Et non seulement la prise en charge quand les patients sont hospitalisés, mais il faut les tester avant, ce qu'on a été les seuls à faire dans ce pays et dans beaucoup de pays d'Europe. Il faut les tester avant, parce que si on les teste avant, on les prend en charge avant, et ils meurent beaucoup moins. Et ça, quel que soit le traitement, y compris le Paxlovid, y compris la simple prise en charge thérapeutique, plutôt que de dire aux gens, restez à la maison et prenez du Doliprane, qui est la pire des solutions. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de dire à ceux qui ont soigné les gens et qui ont eu les meilleurs résultats thérapeutiques, c'est vous qui savez pas faire. Il faut regarder sur ceux qui ont la plus grande mortalité. Et ça s'est passé à Paris et dans l'Est de la France en 2020. C'est là qu'il y a le plus de morts. Et ça, c'est de la gestion. Et donc, ça veut dire que la gestion et la manière dont sont organisés les soins sont essentiels. Si vous regardez ce qui s'est passé en Suède, après avoir une mauvaise surprise parce qu'ils ont fait une erreur initiale, qu'ils ont corrigé parce qu'eux ont des politiciens qui sont très honnêtes, c'est-à-dire au début ils ne se sont pas occupés des gens de plus de 70 ans, en particulier ils les admettaient pas en réanimation et donc ils ont une surmortalité liée à la mortalité des plus de 70 ans qui sont ceux qui meurent de toute manière. Nous, on l'entend, vous êtes sûr de votre traitement, vous êtes sûr de votre protocole. Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir souhaité respecter les protocoles et le prouver en bonne et due forme? On parle avec un groupe contrôle en double aveugle comme les études scientifiques classiques. Vous n'allez pas me ressortir. Vous n'allez pas me ressortir. Attendez, vous avez 3 oiseaux qui vous disent qu'il faut faire que des études randomisées et vous avez 7 études non randomisées qui ont été publiées en France, qui sont des études observationnelles. Toutes les études publiées sur le remdesivir au départ n'étaient que des études observationnelles. Et l'idée que les études randomisées sont supérieures aux études observationnelles dans les maladies infectieuses aiguës est une opinion qui est une opinion respectable comme une autre, mais qui n'a jamais été démontrée. Le président de l'Académie des sciences, Alain Fischer, c'est un zozo pour vous? C'est pas un zozo. Fischer est un homme qui a c'est un voilà, ça fait une grosse différence. Lui, il croit à des choses. Moi, je crois en rien du tout. Je regarde les résultats. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et toute ma recherche n'est faite que de découvertes imprévues, parce que je suis un empiriste. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est d'observer. Et si l'observation change, j'ai passé ma vie à enseigner ça, si l'observation change, est en contradiction avec la théorie, ça ne me gêne pas. Je vais vous dire, je ne suis pas d'accord du tout avec l'approche de Fischer des vaccins. Fischer avait décidé, et vous savez qu'il y a des corrections, et comme ça j'espère que ça est né des communications que j'avais avec M. Macron. Fischer avait fait un groupe d'analyse sur les stratégies vaccinales. Et il est parti du principe que le problème était que les gens n'obéissaient pas. C'est sa manière de penser. Et donc, il avait conclu, il faut rendre les vaccins qui existent maintenant obligatoires. Et il s'était pas du tout préoccupé de tous les vaccins qui ne sont pas même recommandés en France. Donc, HPV, il s'en était pas occupé. La varicelle, il s'en est pas occupé. Le rotavirus, il s'en est pas occupé. Donc, la grippe chez les enfants, qui est plutôt une bonne idée de vacciner les tout petits contre la grippe parce qu'ils en meurent éventuellement, à la différence du coronavirus. Donc tout ça, moi j'ai écrit un livre là-dessus, je l'ai envoyé au président Macron et je vois que ce que je vous dis là est maintenant recommandé. C'est bien.
Donc l'idée et la question, c'est pas de dire, écoutez, vous avez qu'à obéir, taisez-vous et on sait ce qui est bon. Pour vous, ça c'est du stalinisme. Quand vous regardez sur... Les Anglais ont leurs défauts et leurs qualités aussi, mais si vous regardez sur le centre de santé publique en Angleterre, on dit, ça n'est pas dans nos mœurs d'avoir des obligations vaccinales. On vous recommande de faire ça, ça, ça. Comme aux États-Unis, on recommande de faire ça, ça et ça. La position de Fischer qui a été reprise par Buzyn. Madame Touraine était plus raisonnable, je pense. Elle n'a jamais appliqué les conclusions de Fischer qui étaient « vous avez qu'à obéir, faites ce qu'on vous dit, on sait ce qui est bon pour vous ». Ça, c'est le ministère de la vérité, c'est pas de la science, ça. Vous êtes encore en contact avec le président de la République ? Et la dernière fois que j'étais en contact, je vous le dirai pas quand, mais il n'y a pas extraordinairement longtemps. Ouais. Ça a été important pour vous, parce que ça vous a donné finalement une sorte d'immunité. Non, ça a été important pour vous. Écoutez, encore une fois, vous savez, j'ose plus vous dire les moteurs de données qui évaluent qui est qui dans le monde de la science, parce que chaque fois que j'en donnais un, il y a la meute des excités plus ou moins financés par Marianne, là, qui se jettent dessus pour leur demander de me retirer, que je suis un tricheur, et que, etc. Et donc, ils les abondent tellement de lettres que, après, mais ne vous faites pas d'illusions. Vous savez, ça fait 20 ans que je suis le microbiologiste le plus cité au monde, hein. Donc, attendez, pour vous... attendez, arrêtons-nous un instant, si vous le voulez bien, Arrêtons-nous un instant sur les critiques dont vous faites l'objet, parce que ça, c'est quand même très important, et j'aimerais avoir votre sentiment au-delà du mot imbécile que vous avez pu exprimer il y a quelques jours. Pourquoi y a-t-il... Moi, après tout, vous savez quoi, je n'ai pas votre compétence, loin de là. Donc, mais pourquoi ce collectif de médecins, ces sociétés savantes, je le disais, le président de l'Académie des sciences s'en prend avec vous? Et disons-le, professeur, certains aimeraient bien vous envoyer en prison. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que c'est ça quand même la finalité de ce qui est demandé. Alors pourquoi est-ce qu'ils en arriveraient à cette extrémité, à cette sévérité? Mais vous avez regardé quel est l'enjeu quand même? Moi je pense que vous regardez pas bien l'enjeu. Hein. L'enjeu, ce que je dis, moi, c'est qu'on pouvait diminuer d'une manière très significative la mortalité. Très significative. On l'a prouvé, on l'a publié. On l'a publié 10 fois. D'accord, ça c'est pas la première, même nous, c'est pas la première étude observationnelle qu'on publie. On en avait déjà publié 2 avant, mais tout le monde avait fait le canard pour faire comme si, et elles étaient online d'ailleurs, comme si ça n'existait pas. Si maintenant on réalise, comme certains sont en train de le faire en analysant, je sais qu'en Australie, les gens ont analysé notre banque de données, ils disent, mais attendez, on aurait pu éviter 1800 morts en Australie. Ce qu'on met là, et qui est publié, encore une fois, sur Early C19. Donc il y a un monde de gens qui ont pris des positions beaucoup trop tranchées par rapport à leur niveau de savoir ou par rapport aux données qu'ils étaient susceptibles d'observer. Ils ont pris des données qui sont uniques, c'est-à-dire, encore une fois, d'interdire la prescription d'un des médicaments les plus prescrits au monde, qui a été prescrit des milliards de fois. C'est quelque chose qui est totalement hors du commun. Et donc, tous les gens qui ont approuvé ça sont dans une situation qui est autre que celle du sang contaminé. Là, on parle de milliers de morts de plus ou de moins. La vaccination, mais attendez, la vaccination, cette espèce de folie et qui m'a valu de me faire foutre dehors de l'assistance publique. Parce que je ne voulais pas signer une de ces tribunes, là, que vous aimez tant, disant qu'il fallait vacciner tout le monde parce qu'il n'y avait pas d'évidence qu'il fallait le faire et qu'au contraire, on voyait que les pays qui avaient commencé des vaccinations massives avaient des repoussées épidémiques, exactement comme s'il y avait eu strictement aucun vaccin, comme en Angleterre, en Israël, en Islande. Tout ça, c'était factuel. Moi, très rapidement, j'avais un tableau, un écran que je regardais tous les jours avec le nombre de gens qui se faisaient tester. Parmi eux, le groupe de ceux qui étaient vaccinés et pas vaccinés. Et petit à petit, on a vu que le pourcentage de positifs chez les vaccinés était aussi important que chez les non-vaccinés. Mais très tôt aussi, en 2021, on a vu qu'il y avait moins de morts chez les gens qui étaient très à risque. Et on l'a dit, c'est pas une découverte. Ça veut dire qu'on disait, écoutez, la vaccination générale n'empêchera pas ce dont je me doutais, parce que c'est une zoonose et que ça n'est pas... Je vais essayer de vous expliquer quelque chose qui est simple. Une maladie immunisante, c'est comme les maladies de l'enfance, c'est une maladie qu'on fait une fois. Pour les maladies qu'on fait une fois, la varicelle, la rougeole, la rubéole, les oreillons, les vaccins sont faciles à faire et ils sont faits depuis très longtemps. Pour les maladies qui ne sont pas
immunisante, c'est-à-dire que vous refaites la même maladie 3 mois après ou la maladie avec un variant très peu différent 4 mois après l'infection naturelle. L'idée qu'il y a un vaccin qui va mieux marcher que l'infection naturelle est quelque chose que l'on n'a jamais vu en médecine. Donc, on ne pouvait pas croire cette affaire-là. C'est pas vrai, on pouvait pas le croire. Donc quand vous dites, écoutez, il n'y a pas de mort chez les jeunes, il suffit de le regarder, vous n'avez qu'à regarder Euromomo. Avant 45 ans, il y avait moins de morts en 2020 et 2021 que s'il y en avait en 2019. Donc il n'y avait pas de morts, c'est pas vrai. De moins de 45 ans, c'est exceptionnel. Les Suédois ont estimé ça à 1 pour 10 000 infectés. Donc il n'y avait pas besoin de vaccin. Donc la légitimation du vaccin, oui, mais ça va empêcher la contagion. Vous croyez vraiment? Moi, en Tunisie, j'ai fait la semaine dernière, il y a 15 jours, une conférence auprès de pharmaciens et de médecins, et je leur ai demandé, voilà, combien parmi vous ont été vaccinés 3 fois et ont fait un Covid? Il y a un tiers de la salle qui a levé la main. Donc la preuve est faite que ça marche pas. Ça marche pas pour ça. Ça marche comme pour la grippe, ça protège les plus faibles. Très bien. Eh bien. Donc les plus faibles, on sait ce que c'est. D'ailleurs, je vois que le président de la République est d'accord avec moi. Il a dit maintenant les boosters, on les fera après 75 ans. C'est raisonnable. On peut aller jusqu'à 70 ans, c'est raisonnable. Après, pour la mortalité, nous, on sait que la mortalité et les éléments d'efficacité vaccinale, c'est après 65 ou 70 ans, c'est pas avant. Okay. Il n'y a pas de mort. Donc on comprend, tout ça, on comprend professeur, votre... tous les gens qui se... Oui. On comprend, pardonnez-moi de vous couper, mais on comprend votre raisonnement et il rejoint d'ailleurs en partie ce que vous m'aviez déjà dit lorsque j'avais eu la chance de venir vous voir à Marseille pour vous interviewer. Mais est-ce qu'on peut aller... Est-ce que vous auriez l'honnêteté même, professeur, pardonnez-moi de dire ce mot, mais d'aller encore plus loin et de nous dire le fond de votre pensée. Dites-nous le fond de votre pensée, professeur Raoult. Vous aviez raison, les autres avaient tort. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous aviez raison, les autres avaient tort, et on n'a pas voulu vous laisser parler, c'est ce que je comprends dans ce que vous nous expliquez. Pourquoi ? Dites-nous le fond de votre pensée. Si vous voulez, j'ai expliqué ça une fois à Bourdin, mais c'était un peu compliqué pour lui. Je vais vous dire, comme je suis médecin, et je connais très bien la psychiatrie, je ne l'ai pas fréquenté comme malade, mais comme conjoint et comme papa. Dans la psychiatrie, quand quelqu'un délire, il y a deux choses l'une. Le premier délire que quelqu'un fait, et pour moi, l'histoire du Lancet était un des délires du Lancet, parce que je vous en donnerai d'autres, si vous voulez. Si c'est juste une bouffée délirante, c'est-à-dire c'est un délire limité dans le temps, peu de temps après, vous faites la critique de ce délire en disant « mais comment j'ai pu croire une chose pareille? Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, il faut remettre les compteurs à zéro et réfléchir parce que on est capable de se faire raconter des histoires qui sont des histoires pour enfants. C'est juste incroyable. Donc c'est pas moi qui me suis trompé tout ce temps. Le problème, c'est que nous avions un ministre qui était beaucoup trop réactif, qui a réagi dans le week-end à un article dans le Lancet en disant c'est dans le Lancet, c'est vrai, d'accord, et qu'il n'a plus jamais voulu revenir là-dessus. Les études en France sur l'hydroxychloroquine ont été interrompues à ce moment-là, alors que les 2 études randomisées en cours étaient en train de montrer qu'il y avait moins de morts avec l'hydroxychloroquine que sans hydroxychloroquine. C'est publié, ça aussi, vous avez qu'à le regarder. Bien sûr, il n'y avait pas le nombre de patients suffisant pour dire que c'était significatif, puisqu'on a empêché l'étude de continuer. Bien que l'OMS ait recommandé de continuer l'étude qui avait été commencée à Angers. Donc tout ça, il y a une folie qui a basculé à partir de ce moment-là. Il y a une folie qui a basculé à partir de l'hydroxychloroquine tue 10% des gens. Enfin, on peut croire un truc pareil. Et à partir de ce moment-là, plus personne n'a voulu revenir en arrière. Et quant au vaccin, si vous voulez, alors ça, c'est devenu... le vaccin est devenu un espèce de marqueur politique. Quand on écoute vos confrères qu'on reçoit en plateau, ils nous ont tous dit au départ... On a voulu y croire également, on a prescrit l'hydroxychloroquine, on n'a pas vu d'effet. Il n'y a pas eu que le scandale du Lancet pour établir que ça ne fonctionnait pas. Tous les médecins qu'on a reçus nous ont dit, on y a cru également au début, mais on a dû s'y résoudre, cela ne fonctionne pas pour le Covid. Parce que, encore une fois, il suffit... Moi, je regarde le travaux que les uns et les autres publient. J'ai même fait une méta-analyse sur tous les travaux qui avaient été publiés en France. Et si vous regardez, c'est pour ça qu'on fait des méta-analyses, d'ailleurs. C'est parce qu'il faut avoir un nombre suffisant de gens pour voir qu'il y a une différence
que la différence est significative. Si vous voulez, je suis sidéré que les gens me donnent des leçons de méthodologie. Quand je vois qu'on a publié en France des choses qui, méthodologiquement, sont le b.a.-ba de ce que l'on apprend, c'est-à-dire pour dire, écoutez, si votre objectif, c'est de montrer qu'il y a 20% ou 25% de morts en moins, voilà, quel est l'effectif qu'il faut que vous ayez pour montrer que c'est significatif. Donc si vous mettez 100 malades et que vous avez 5 morts d'un côté et 7 de l'autre, bien sûr, vous dites à la fin, il y a une différence, mais elle n'est pas significative. Et en fonction de vos goûts, vous dites, il n'y a pas de différence, ce qui est un mensonge. Il y a une différence, mais le poids n'est pas suffisant, parce que vous avez 20% de différence. Donc le poids de l'étude n'est pas suffisant, ou vous dites, il y a une tendance si vous pensez que ça marche. Mais tout ça, c'est déjà de l'interprétation, ce n'est pas des données réelles. Donc, pour pouvoir voir ces différences, il faut avoir des échantillons suffisants. Et de temps en temps, il faut être de bonne foi. Moi, je vous propose de regarder, parce que c'était une des plus jolies que j'ai vues, celle-là. C'est l'étude de Maeva, si vous voulez, qui va pas du tout, d'ailleurs, hein, dans le sens que l'on voit, parce que nous, l'énorme surprise qu'on a eue, on pensait vraiment... avant d'avoir fini l'étude, que le leader, ça serait hydroxychloroquine plus azithromycine. Et l'expérience a montré qu'en réalité, quel que soit le traitement associé, c'était l'hydroxychloroquine. Et que l'azithromycine avait pas un effet très très significatif par rapport à tous les autres traitements. Et donc, on a regardé, vous regardez cette étude de Maevas, il y a quelques personnes qui l'a traité par hydroxychloroquine et azithromycine, pour lequel il y a une différence significative pour la prévention de l'AREA et la prévention de la mort. Vous pouvez le regarder, c'est un papier qui est publié dans BMJ. Et ça n'a pas été analysé. Pourquoi ? C'est parce que le méthodologiste a dit, écoutez, comme ça n'était pas dans les objectifs primaires de l'étude, j'ai refusé de l'analyser. Nous, on l'a analysé, on a fait un Ki-2, il y a une différence significative, vous pouvez le faire. Si vous savez faire un Ki-2, vous n'avez qu'à le faire, c'est pas difficile. Pour vos explications donc, qui sont de très, raconter ça... Très complète, merci. Mais on est au terme de l'entretien, on vous a expliqué longuement. Vous persistez et signez ce matin sur BFM TV et ne modifiez en rien, évidemment, ce que vous avez publié. On pouvait s'y attendre. Vous contestez et démentez pied à pied tout ce qu'on vous reproche. J'ai une ultime question, professeur, si vous permettez. Est-ce que vous craignez la justice une association de victimes, par exemple, de l'hydroxychloroquine, voudrait se constituer et lancer une action contre vous. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, qu'il le fasse. Moi, je souhaite... vous savez, pour les plaintes, je vous assure, il y a beaucoup plus de plaintes. Il y a eu beaucoup plus de plaintes contre M. Véran que contre moi. Simplement, on verra bien si la justice s'en mêle. Peut-être que sous cette législature, ça sera difficile parce que les gens sont jugés partis. On verra les projets de législature. Vous savez, l'histoire du sang contaminé. Moi, vous savez, j'étais la première salle... La première épidémie dont je me suis occupé, c'était le sida en 1984. Vous savez, l'histoire du sang contaminé, je la connais exactement. J'ai vu se dérouler sous mes yeux exactement. J'ai compris tout de suite toutes les bêtises que l'on faisait, mais il a fallu 20 ans pour que la justice suive son cours. C'est comme ça. Le temps de la justice, c'est pas celui de la presse. Mais là, je vous le dis, il y a un moment où le monde de la communication est en train, là, c'est pour ça que ça tremble, est en train de rencontrer le monde de la réalité, ici et ailleurs, que ce soit pour le vaccin ou que ce soit pour autre chose, parce que n'oubliez pas qu'il y a le vaccin aussi. Et donc les gens qui ont pris des positions très fermes sur des sujets sur lesquels ils ne pouvaient pas avoir d'opinion réelle, sont actuellement dans une situation qui est une situation compliquée. C'est pas moi qui risque les plaintes. On va pas vous savez, les gens vont pas se plaindre. Si vous voyez, moi, le nombre de remerciements que j'ai pu avoir dans ma vie depuis le début de cet épisode, mais c'est inouï. Et puis pour savoir s'il y a des gens qui sont morts de ça, moi je serais ravi que le centre de pharmacovigilance regarde les 500 personnes parmi les 30 000. On a 1,7% de mortalité. Vous savez, c'est pas grave. Tout compris, on a 10% chez les hospitalisés. C'est pas difficile, ça fait 500 morts de regarder avec le centre de pharmacovigilance, y compris sur les 30 000 personnes, s'il y a quelque chose qui a été rapporté. Si vous me demandez sur les vaccins, ça je sais. J'ai eu ici une gamine qui a perdu un œil à cause du vaccin dès les 3 premiers mois où on a vacciné. Donc c'est elle qui a fait que les gens, ici les soignants,
voulait pas se vacciner parce que c'était une soignante et que les gens ont compris tout de suite qu'il y a quelque chose qui n'était pas bien normal que quelqu'un de 25 ans perde un œil après une vaccination. Ils n'avaient jamais vu un truc pareil. Donc on le savait, ça, on l'a vu, ça. Les plaintes sur les vaccins, vous allez en avoir tant que vous voudrez. Hein. Et donc je comprends bien que les gens qui ont recommandé ça sans savoir, sans avoir les données, en disant mais non, les gens de Pfizer vont pas s'amuser à nous cacher des données où ils ont tout bien fait, ils ont suivi les choses, on est sûr. Oh là là, ça se fait pas comme ça, les vaccins. Hein. Et encore une fois, on n'aurait jamais pu. Il y a une loi aux États-Unis qui empêche de commencer à commercialiser un vaccin d'une manière générale. S'il y a un traitement alternatif, on doit suivre le cours de l'évaluation vaccinale qui prend 2 à 3 ans, parce qu'il faut tester des 100 000 personnes pour commencer à savoir si vous n'avez pas d'effets secondaires. Il faut les observer pendant 1 an pour savoir s'ils sont vraiment protecteurs. Vous pouvez pas en 3 mois savoir si ces vaccins protègent contre l'infection, parce que peut-être qu'ils protègent pendant 2 mois ou 3 mois, et puis après 3 mois, ça marche plus. Vous voyez, donc tout ça a été fait en catastrophe. Je vous laisse vous exprimer, évidemment, comme d'habitude, lorsque je vous interviewe, mais honnêtement, vos propos à l'instant sur le vaccin, enfin, ça pose un problème. D'abord, sur les soignants, je crois que c'est moins de 1% des soignants qui ont refusé de se faire vacciner. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait eu une levée de bouclier des soignants. Enfin, ils étaient ultra minoritaires, ceux qui n'ont pas voulu se faire vacciner. Et là, vous citez cet exemple de cette jeune fille. Bon, je ne sais même pas d'où ça sort, qui a perdu un œil. Bah, pardon, mais il y a eu, je ne sais pas combien de dizaines de millions de personnes qui se sont fait vacciner. Je n'ai pas le sentiment que le pays soit en état de surmortalité ou de. Non, Monsieur Toussaint, je parle que de choses que je connais, parce que celles qui sont rapportées par les autres, je ne les connais pas. Je vous assure que si vous pensez qu'il n'y a qu'1% du personnel de soins qui n'a pas été vacciné, je pense que vous n'êtes pas réellement au niveau de la nature des humains. Vous savez pas ce que c'est. Cela étant, juste ici, il se trouve que nous, quelqu'un qu'on a vacciné, ici, chez nous, puisqu'on a été le premier centre à vacciner à Marseille, eh bien, s'est retrouvé dans cette situation. Et je peux vous dire que si je vous dis ça, c'est parce que le nouveau directeur de l'assistance publique, quand il est arrivé, a dit, écoutez les gens, le personnel de soins ici refuse le vaccin. Est-ce que vous voulez pas dire quelque chose pour le personnel de soins? Je l'ai fait. J'ai fait un tweet en disant, écoutez, le personnel de soins, c'est raisonnable de penser dans l'état actuel qu'il doit se vacciner. J'ai dit aussi très rapidement, faites attention, on a eu une thrombose rétinienne. C'est un phénomène qui est très connu, vous ne le connaissez pas, mais c'est très connu qu'il y a des thromboses d'une grosse veine qui s'appelle le sinus caverneux au cours des vaccinations, qu'on a déjà d'abord vu avec le AstraZeneca. Cette jeune femme avait été vaccinée par le AstraZeneca et j'ai recommandé tout de suite d'arrêter la vaccination AstraZeneca pour les femmes de moins de 50 ans qui étaient la personnalité à risque. C'est ce qu'a fait l'Angleterre dans le mois qui a suivi ce que j'ai dit. Donc vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Donc vous avez sûrement raison. Mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Simplement, parlez avec vos copains, pas avec moi. Donc moi, ça, je l'ai dit. Et tout ce que je dis, vous savez, en plus, je l'ai écrit. Alors, c'est un peu long. J'en ai fait 2 livres entiers de toutes mes communications. D'accord? Vous avez qu'à les lire. Vous savez, moi, je renie rien de ce que j'ai dit parce que j'ai tout écrit. Je n'oublie rien. Et j'ai tout écrit. Et donc ça, oui, c'était vrai. Alors moi, c'est pas moi qui ai vu les myocardites, c'est en Israël qu'ils ont vu les myocardites chez les hommes jeunes cette fois-là. Bien sûr, personne ne pouvait prévoir qu'il y aurait des thromboses du sinus caverneux chez les femmes jeunes, ni qu'il y aurait des myocardites chez les hommes jeunes. Enfin, comment voulez-vous prédire des choses comme ça? À quelle échelle, professeur? À quelle échelle? On parle de combien de personnes? Non, mais vous savez, quel est un vaccin, vous savez, c'est fait pour bénéficier aux gens qu'on vaccine ou pour arrêter l'épidémie. Arrêter l'épidémie, vous avez bien vu que ça marchait pas. Bénéficier aux gens qu'on vaccine, je vous ai dit, nous trouvons pareil. Les Suédois trouvent pareil. Les gens qui sont raisonnables trouvent pareil. Chez les moins de 45 ans, il y a une personne infectée sur 10 000 qui meurt. Et parmi la personne qui est infectée sur 10 000, moi je connais très très bien ce que sont ces facteurs de risque. Malheureusement, c'est les trisomiques, les obèses et les gens qui ont des cancers évolutifs. D'accord, 1 sur 10 000 qui bénéficierait de la vaccination chez les moins de 45 ans. Et pas chez la population infectée. Donc si vous avez une incidence, c'est-à-dire un nombre de cas de 20 à 30% dans la population générale, ça veut dire que vous cherchez à protéger une personne qui a des facteurs de risque sur 50 000
Eh bien, pour prouver que le vaccin a moins d'inconvénients sérieux que 1 sur 50 000 personnes de moins de 45 ans, je vous assure qu'il faut beaucoup de temps. C'est de l'arithmétique, ça, je pense que tout le monde peut le comprendre, vous voyez. Mais simplement, si on est dans l'affolement, où on fait croire que c'est une maladie qui tue tout le monde, où on passe son temps à faire des communications sur le truc, où on ne prend pas en charge les gens, mais bien sûr, les choses ne sont pas strictement les mêmes. Hein. En tout cas, ça rejoint, et pour le coup c'est assez clair, ce que vous avez exprimé sur Twitter il y a quelques jours. C'est un retweet, hein, pour le coup. Vous citez un anthropologue qui s'appelle Michel Jean-Dominique. Voici le texte que vous avez mis sur votre compte Twitter en recitant ce monsieur. La panique gagne le marigot. La publication de la série finale par l'UHU démontre que ces malfrats ont activement participé au meurtre. C'est lui qui l'écrit. Oui, mais enfin vous le retweetez, donc ça veut bien dire que ça vous intéresse. Ça veut bien dire que ça vous intéresse. Au meurtre par privation de soins. Qu'on comprend qu'il soit quelque peu stressé à la perspective de se retrouver tôt ou tard devant la justice. Tic-tac, tic-tac. Il nous donne en attendant un nouvel exemple magistral de délire paranoïaque résonnant. C'est pas pour nous dire que vous êtes contre, hein, que vous le retweetez, professeur? Ah ben non, je trouve qu'il dit dedans, je vous conseille de l'écouter d'ailleurs, parce qu'il fait une petite interview. Je trouve qu'il... je pense pas la même chose. Vous savez, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont absolument convaincus que, d'abord, j'ai jamais dit que le vaccin servait à rien. Je dis qu'il servait à une population certaine. Quand je dis c'est à une certaine population, à chaque fois que les gens découvrent ça, ils disent ah, monsieur Raoult, t'as changé. L'hydroxychloroquine, quand j'ai dit l'hydroxychloroquine, moi je sais très bien, à la différence de la plupart des gens qui en parlent, je sais très bien comment ça marche parce que je l'utilise dans les maladies infectieuses depuis une trentaine d'années. Donc je comprends bien que si ça marche parce que le virus entrait par une certaine porte d'entrée qui le rend susceptible à ça. Nous, les données préliminaires que nous avons sur Omicron, c'est que le virus passe par une autre porte d'entrée et qu'il n'est pas sensible à l'hydroxychloroquine. Donc, ça ne veut pas dire que je ne crois pas que l'hydroxychloroquine marchait chez ces virus-là. Excusez-moi de vous couper, mais là, vous bottez en touche. Il est question de malfrats dans ce texte. Pas du tout. Il est question de meurtre. Je vous réponds. Non, je vous réponds, je ne suis pas un militant. Moi, je ne parle pas de meurtre ni des uns ni des autres. Je ne crois pas non plus, lui le croit. Beaucoup de gens qui ont été saturés de mensonges finissent par croire, y compris que le virus a été fabriqué à Wuhan, ce que je ne crois pas non plus, ce que j'ai dit à plusieurs reprises, si vous voulez. Donc, il y a des gens qui sont excessifs d'un côté comme de l'autre. Vous voyez bien, il y a des gens qui veulent m'envoyer en prison, moi. Et il y a des gens qui veulent envoyer en prison les gens qui ont fait l'inverse. Moi, je veux envoyer les prisons ni les uns ni les autres, mais je serais content que la justice s'en mêle. Je pense que la justice doit s'en mêler parce que actuellement, on a eu une trop grande convergence entre le gouvernement, l'Assemblée nationale et la presse générale. Et que ça n'est pas sain, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs, il faut qu'il y ait des débats, et je pense qu'un certain nombre de décisions qui sont prises sont des décisions qui sont autoritaires et qui n'ont pas de substance scientifique. Et je vous assure, vous en penserez ce que vous voulez, mais la substance scientifique, je sais l'analyser. Donc, je ne crois pas qu'il était légitime d'obliger, de contraindre. Je vais vous donner une autre chose sur le vaccin. Qui explique que les gens soient très, très, très choqués. Moi, je vais vous parler d'éthique cette fois-là. Vous voyez, quand vous faites un vaccin qui est un vaccin expérimental, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu le temps de l'évaluer, ce qui a été le cas, hein, ça, c'est une expérience. Ça, c'est un essai clinique, hein, le vaccin. Et donc, puisque c'est un essai clinique, vous faites signer aux gens un consentement en disant... C'est le principe de toute la déclaration d'Helsinki, en disant « je consens à faire ce vaccin ». Comme je consens à rentrer dans une étude, une véritable étude, je consens à rentrer dedans. Mais pour donner votre consentement, il faut que vous ayez le choix. Quand on vous demande votre consentement, mais que vous n'avez pas le choix, on ne vous demande pas votre consentement, on vous demande d'obéir. Et ça, dans une expérimentation, c'est contraire à toutes les règles éthiques. Donc un jour, l'analyse de cet épisode d'épidémie se fera dans le calme, et on dira, mais comment on est arrivé à faire des choses comme ça, c'est-à-dire une étude expérimentale à taille mondiale, en demandant aux gens un faux consentement, puisque si les gens ne consentaient pas, ils ne pouvaient plus voyager, ils ne pouvaient plus aller au bar, ils ne pouvaient plus aller dans les restaurants, ils ne pouvaient plus travailler s'ils étaient dans des hôpitaux.
même s'ils travaillaient dans les bureaux et qu'ils ne voyaient pas de malades. Donc tout ça, il y a eu des mesures autoritaires qui ont été prises, qui sont en contradiction même avec le principe de l'expérimentation médicale. Ça, c'est un vrai sujet. Comment on est arrivé à faire une expérimentation médicale sur des millions de gens, si vous voulez, par la contrainte? C'est une vraie question, ça, de morale. Je sais plus ce que c'est que l'éthique, parce que les gens finissent par confondre le règlement et l'éthique. Moi, je parle de morale, là. Moralement, vous voyez, en relation avec la déclaration d'Helsinki, voilà. Quant à cette étude, et pour en finir, il y a eu 7 études publiées par des Français observationnels qui rapportent l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Celle-là est la 8e. La différence, c'est que celle-là, toutes les données sont disponibles pour qui peut les voir. Et encore une fois, si le centre de pharmacovigilance veut la liste des gens qui sont morts de Covid, c'est pas compliqué. On leur donnera. Ils sont dans l'INSEE. C'est l'INSEE qui nous a fait saisir les données. Et ils n'ont qu'à regarder s'il y a des problèmes de pharmacovigilance. C'est leur métier. Mais merci, professeur Raoult. On est au terme de cet entretien. Gens qui ont entretien. moins de morts. On est au terme de cet entretien dans lequel vous avez pu vous expliquer longuement. Au moins, on est d'accord sur ce point. Vous nous annoncez que vous avez saisi la justice et surtout, vous persistez et signez, je le disais, donc, après la publication de votre étude il y a quelques semaines, malgré donc, les critiques très vives de ce collectif de médecins. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin en direct sur BFM TV, en direct de Marseille.